L'une des principales fonctions du laboratoire NSB3 est de faire de la recherche. Pour cela, différentes approches sont développées, telles que la culture cellulaire virale, la biologie moléculaire ou encore la séroneutralisation. Nous vous proposons de découvrir cette semaine en quoi consistent ces techniques et dans quels cas elles sont utilisées. Nous allons avoir un bref aperçu avec quelques-uns des plus jeunes chercheurs du laboratoire qui représentent le futur de l'IHU Méditerranée Infection. Bonjour, je m'appelle Céline Boschi, je suis assistante des hôpitaux universitaires dans le service du professeur Bernard Lascola et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de culture cellulaire virale. Donc il faut savoir que déjà les virus c'est des petits êtres, d'accord, qu'on ne va pas pouvoir observer à l'œil nu, d'accord, contrairement aux bactéries, enfin la plupart des bactéries qu'on va pouvoir voir au microscope optique après coloration. Donc pour les virus, c'est impossible et en fait le seul moyen qu'on va avoir de potentiellement les observer sous un microscope optique ou électronique, ça va être en fait de les mettre en culture cellulaire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va mettre en présence le virus sur les cellules, il va être capable de détourner en fait toute la machinerie cellulaire et on va pouvoir observer à l'œil nu ce qu'on appelle un effet cytopathogène. C'est-à-dire vraiment l'effet du virus sur les cellules et en général, ça va être une architecture qui va être complètement bouleversée. Donc il faut savoir que la culture virale, c'était quelque chose qui a été considéré pour la virologie comme la technique de référence. Sauf que c'est une technique qui prend beaucoup de temps puisqu'on va dépendre du vivant, donc à la fois des cellules et du virus. C'est un procédé qui va être très lourd, ça nécessite du personnel qui est entraîné, qui est bien formé, qui sait reconnaître à l'œil nu les effets. Et du coup, avec l'apparition en fait de la biologie moléculaire que maintenant les gens connaissent surtout pour le Covid avec les PCR et le séquençage, c'est vrai que la culture cellulaire virale, au final, c'est réservé à un nombre très restreint de laboratoires. Mais pourquoi elle va être importante? Parce que du coup, quand un nouveau virus va émerger, en fait, ça va tout simplement être elle qui va être en première ligne de tous nos modèles expérimentaux, puisque c'est grâce à elle qu'on va pouvoir comprendre la physiopathologie du virus, comprendre le tropisme du virus, donc quelle cellule il infecte par rapport à une autre. C'est elle qui va nous permettre de connaître l'infectiosité, etc. Donc elle est absolument primordiale dans nos laboratoires de recherche. Donc par exemple, quand Covid est arrivé, et qu'on ne connaissait pas grand-chose encore sur le virus, on a fait justement plusieurs études pour savoir jusqu'à quel seuil les patients pouvaient être considérés comme contagieux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à différents temps en fait de la pandémie, on a mis en culture tous les prélèvements qu'on a reçus au laboratoire et qui étaient positifs pour le Covid. Et en fait, on s'est rapidement rendu compte que quand les CT étaient très bas... Ce que l'on appelle CT, c'est le nombre de cycles de PCR qu'il faut faire pour détecter la présence du virus. En bref, plus ce CT est élevé, moins il y a de virus, et inversement. Nous avions quasiment 100% de taux d'isolement en culture. Et au fur et à mesure que les CT augmentaient, nous arrivions quasiment plus à faire pousser les virus, ce qui suggérait que potentiellement ils étaient moins infectieux et que donc en parallèle que les patients étaient moins contagieux. Dans la vidéo de présentation, le professeur Lascola nous a parlé de séroneutralisation. De quoi s'agit-il exactement? Bonjour, donc je m'appelle Cédric Mantelli, je suis actuellement interne en biologie médicale. Donc ici à l'IHU et j'avais fait mon stage d'externat également ici. Donc aujourd'hui je vais vous parler de séroneutralisation. La séroneutralisation c'est une technique de référence qui est utilisée en virologie. Alors elle est de moins en moins utilisée parce qu'elle est assez complexe et elle est assez longue à mettre en place, mais elle permet de mettre en évidence un taux d'anticorps neutralisant et en quelque sorte de mettre en évidence la capacité d'un sérum à inhiber une pousse virale. Donc nous on a fait une technique de séroneutralisation que l'on a faite en juillet 2021 au moment de la circulation du variant Delta du Covid. Donc au travers de ces études de séroneutralisation, on a voulu savoir si après une infection par tel ou tel variant ou après une vaccination, les anticorps produits étaient protecteurs vis-à-vis des autres souches qui ont circulé. Donc pour cela on a mis un protocole en place, un protocole de recherche. On a dilué différents prélèvements sanguins de patients. On les a mis en contact avec différentes souches virales et ensuite on a inoculé ce mélange sur des cellules.
Au bout de 5 jours, on est allé observer ces cellules et on voulait voir s'il y avait une inhibition de l'effet cytopathogène et on a défini un seuil de neutralisation. Donc on a eu un panel assez important d'antigènes et donc du coup on a pu tirer différents résultats. Tout d'abord, avec le variant de la première vague et le variant alpha, on a pu mettre en évidence que les patients qui avaient été infectés par ces souches neutralisaient relativement bien les autres souches. En revanche, pour les patients qui avaient été infectés par exemple par le variant M4 ou par le variant bêta, ceux-ci ne neutralisaient même pas leurs propres souches. Ils avaient des difficultés à neutraliser les autres souches aussi et ils présentaient un taux d'anticorps neutralisants qui était bas. En ce qui concerne la vaccination, par contre, le taux d'anticorps neutralisants était assez élevé et les patients étaient capables de neutraliser toutes les souches qui ont circulé. Donc au final, ce que l'on a pu tirer de cette étude, c'est qu'il y avait une certaine hétérogénéité des profils d'immunité et que ces profils dépendaient fortement de la souche par lesquelles les patients s'étaient infectés. Durant la pandémie de Covid-19, des anticorps monoclonaux ont été utilisés. L'IHU a participé à un travail de recherche en collaboration avec le Centre de néphrologie et de transplantation dirigé par le professeur Valérie Moual des hôpitaux de Marseille. Céline revient sur cette période et ses travaux de recherche qui utilisent le même procédé que la séroneutralisation. Les anticorps monoclonaux sont des traitements qui ont été mis en place pendant le Covid, mais réservés uniquement à une petite proportion de patients, des patients en fait qui sont immunodéprimés. Donc les patients immunodéprimés qui vont regrouper un large spectre de patients, comme les patients transplantés d'organes solides, les patients greffés de cellules souches hématopoïétiques, les patients atteints de cancer sous chimiothérapie ou sous traitement immunosuppresseur au long cours. Stop! Mais qu'est-ce que c'est un anticorps monoclonal ? Un anticorps monoclonal, c'est un anticorps qui est dérivé d'une lignée lymphocytaire et qu'on va modifier, on va dire, pour qu'elle soit active contre une région d'une protéine qu'on va cibler en fait. Donc là typiquement ça va cibler la protéine spike que tout le monde connaît un peu du Covid, donc une région précise de cette protéine et chaque anticorps va cibler une région différente de cette protéine spike là et du coup on les utilise en fait en combinaison pour essayer de bloquer différents endroits de cette protéine spike en fait. Donc plusieurs en fait anticorps monoclonaux ont été développés pendant cette pandémie et ils ont été développés quand même à un stade relativement précoce de la pandémie. Du coup, dès qu'un nouveau variant apparaissait, se poser la question, ok, les patients étaient traités par anticorps monoclonaux, mais est-ce que ces anticorps monoclonaux étaient toujours efficaces sur le nouveau variant qui avait émergé? Donc du coup, ce qu'on a fait au laboratoire P3 par technique de séroneutralisation, donc on a déjà expliqué, on a regardé tout simplement l'effet de ces anticorps monoclonaux sur 10 souches différentes de Covid. Donc on a pris la souche qui a tourné en début de pandémie, la souche initiale, et ensuite on a regardé les variants pour les plus connus, les variants alpha, bêta, delta et le dernier arrivé, Omicron. Donc on s'est vite rendu compte que ces anticorps monoclonaux étaient très efficaces sur la souche qui a circulé en début de pandémie. Mais ensuite, avec l'arrivée des différents variants, certains ont perdu complètement leurs effets. Ensuite, quand on a été à la phase charnière justement entre la circulation du Delta et de l'Omicron, c'était un peu une véritable course contre la montre parce qu'il fallait cribler rapidement les patients qui étaient Covid positifs pour savoir s'ils avaient un Delta ou un Omicron, parce que on s'est vite rendu compte grâce à nos tests que certains anticorps étaient efficaces contre les Delta, mais perdaient complètement leur efficacité contre le variant Omicron. Donc ensuite, le variant Omicron a pris la place du Delta, et au final, maintenant, il reste quelques combinaisons qui marchent, mais qui marchent quand même moins bien que sur les souches qui ont précédemment circulé. Donc en fait, dès qu'un nouveau variant arrive, on est obligé de tester au moins in vitro en laboratoire P3 vraiment les effets de ces molécules-là sur le nouveau variant pour savoir si, in fine, les patients vont pouvoir être traités ou pas par cette molécule. Au sein du laboratoire NSB3, on ne travaille pas que sur le Covid, bien évidemment.
Certaines études en cours concernent par exemple la variole du singe, dite aussi monkeypox. Pour conclure, Margot nous explique ici brièvement en quoi consistent ces travaux de recherche. Bonjour à tous, je suis Margot Balade, étudiante en première année de thèse dans l'équipe du professeur Lascola. Je travaille actuellement sur le monkeypox virus. Donc l'objectif de mon travail, ça a été de pouvoir, à partir de tous les prélèvements qu'on a reçus positifs, de pouvoir faire du séquençage afin de réaliser de l'épidémiologie moléculaire sur l'épidémie qu'on a eue en 2022. Donc il y a des travaux préalables qui ont été réalisés en réalisant du séquençage directement sur les prélèvements initiaux. Ça s'est pas révélé prometteur parce qu'on avait des faibles couvertures génomiques. Du coup, l'objectif de mon travail, ça a été à partir de ces prélèvements, de les mettre en culture afin de pouvoir concentrer le virus, parce que ils ont remarqué que c'était essentiellement les prélèvements avec des charges virales faibles qui ne sortaient pas au séquençage. Du coup, notre culture permettra de concentrer notre virus pour par la suite faire ce séquençage avec des charges virales plus élevées. Donc pour l'instant, on a réalisé seulement quelques séquençages sur quelques cultures, c'est en train, et ça se révèle assez prometteur, donc à voir par la suite.